Que vous attendez-vous à voir en termes de soutien extérieur? Jusqu'à présent, je n'ai vu que le Yémen affirmer qu'il allait recommencer à cibler des navires en mer Rouge. J'ai également vu quelques rapports, que je n'ai pas pu confirmer, selon lesquels ils auraient lancé des missiles balistiques. Pensez-vous qu'il y aura quelque chose venant des milices en Irak, au Liban ou en Palestine? Ou avez-vous entendu parler d'éventuelles contributions indirectes de la Russie ou de la Chine? Ou est-ce encore trop tôt? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, avant l'attaque contre l'Iran, Israël a lancé une vaste opération de plusieurs heures pour neutraliser le Hezbollah, bombardant massivement le sud du Liban. Je pense que cela visait à affaiblir le Hezbollah, qui s'était préparé à participer. Le Hezbollah avait déclaré qu'il ne prendrait pas part à un conflit de portée limitée, mais que s'il devenait un conflit à grande échelle, il s'y engagerait. Je m'attends à ce que, voyons, c'est un conflit existentiel pour le Hezbollah. Si le régime iranien s'effondre, si l'Iran tombe, c'en est fini du Hezbollah. Le Hezbollah ne peut pas survivre sans le soutien de l'Iran. Il n'y a donc aucune raison pour que le Hezbollah reste en retrait et regarde l'Iran être détruit. Je pense donc que vous allez voir le Hezbollah s'engager de manière décisive dans ce conflit, car c'est désormais une guerre aux conséquences existentielles. Ansar Allah le fait déjà. Le Hamas, je pense qu'il est possible que nous voyions le Hamas s'impliquer réellement, surtout s'il perçoit une faiblesse israélienne, ce qui pourrait les inciter à agir. On aurait alors une offensive totale avec les milices également. C'est simplement une énorme erreur de calcul de la part d'Israël et des États-Unis. J'ai toujours dit que l'armée américaine est professionnelle, et elle l'est. Nous avons la capacité d'infliger beaucoup de dégâts, et nous le faisons. Mais le renseignement est aussi un élément très important dans tout cela. Intelligence is a very important part of this too. And the United States has over the Et les États-Unis ont, au fil de plusieurs décennies, permis que le processus de renseignement soit politisé. Au lieu de fournir aux dirigeants des informations fondées sur des faits afin qu'ils puissent prendre les décisions les mieux éclairées possibles, il est devenu une chambre d'écho pour des décisions déjà inévitables. Autrement dit, les dirigeants disent « Nous avons déjà pris la décision, faites en sorte que le renseignement corresponde à cela pour que nous puissions la justifier. » Et quand on fait cela, tout ce qu'on fait, c'est, vous savez, se tromper soi-même. Je pense que c'est ce qui va se produire et on l'a vu lorsque le président Trump a rejeté l'évaluation de Tulsi Gabbard concernant le programme d'armes nucléaires de l'Iran, où elle affirmait qu'il n'existait pas de tel programme, aucune preuve que cela se produise, et ainsi de suite. Il a dit « Non, elle a tort ». Eh bien, sur qui s'appuie-t-il? Soit sur une cellule échappant au contrôle du bureau du directeur du renseignement national, ce qui serait fondamentalement illégal, soit sur les Israéliens, ce qui signifierait que le président suit désormais les conseils d'Israël plutôt que ceux de ses propres responsables du renseignement. Je pense que des décisions ont été prises pour déclencher un conflit contre l'Iran sans s'appuyer sur le type de conseils éclairés que l'on reçoit normalement de la communauté du renseignement, mais plutôt sur des avis politiquement biaisés, conçus pour dire au président ce qu'il voulait entendre et non ce qu'il avait besoin d'entendre. Et cela guide également la manière dont les plans militaires sont élaborés. Vous savez, on a une mission, mais cette mission doit reposer sur la réalité. La façon de l'accomplir doit découler d'une compréhension réaliste du problème. On ne peut pas résoudre un problème sans l'avoir d'abord défini avec précision. Le rôle de la communauté du renseignement est de définir le problème avec exactitude afin qu'une solution puisse être trouvée. Mais si la communauté du renseignement ment au président sur ce qui se passe en Iran, par exemple en disant que le peuple se soulèvera, qu'il suffit de bombarder certaines cibles et qu'ils se soulèveront,
eh bien l'armée bombarde ses cibles et le peuple ne se soulève pas. Ou encore, on vous dit, nous allons tuer Khamenei, mais nous ne le faisons pas. Si vous ne pouvez pas tuer Khamenei, le peuple américain doit comprendre qui est cet homme et ce qu'il représente, ce qu'est une république islamique, ce qu'est la foi chiite. C'est la deuxième figure théologique chiite la plus influente et la plus puissante au monde. Après, je pense, Sistani à Najaf. Nous avons essayé de le tuer ce matin. Nous avons tenté de tuer une grande figure religieuse. Ce serait l'équivalent de quelqu'un essayant de tuer le pape, ou le chef de l'église orthodoxe russe, ou l'archevêque de Cantorbéry. Voilà l'ampleur et la portée de l'acte. Et ensuite, si l'on ajoute à cela la dimension nationale, ils ont tenté d'assassiner le président de l'Iran. C'est de la folie à l'état pur. De la folie à l'état pur. Alors ne soyez pas surpris si les Iraniens réagissent d'une manière qui reflète l'insulte qu'ils ont subie. Vous avez mentionné la Russie et la Chine. Certaines personnes disent, « Oh, eh bien, la Russie et la Chine vont encourager ce conflit parce qu'il affaiblit les États-Unis. » Vous savez, je vous respecte en tant qu'expert et tout ça. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense que vous pourriez en fait être d'accord quand je dis que l'objectif de la politique étrangère russe n'est pas de déstabiliser les États-Unis, mais tout le contraire. Créer un monde stable où tout est prévisible. Les Russes veulent de la prévisibilité. Ils veulent de la stabilité. Ils ne cherchent pas à vaincre l'Amérique, ni à la faire tomber. Ils ne cherchent pas à générer le chaos. Et la Chine est pareille. Ils veulent vivre dans un monde où les règles sont respectées, car des règles respectées créent un système de résultats durables et prévisibles. Ainsi, je ne crois pas que le rôle de la Chine et de la Russie soit de se demander comment faire pour que l'Iran vainque l'Amérique. Je pense plutôt que leur rôle est comment mettre fin à ce conflit sans déstabiliser le monde. Je pense que la Russie et la Chine vont exercer une forte pression sur l'Iran pour éviter que ce conflit ne s'étende à des cibles économiques. Nous voyons des cibles politiques et militaires être frappées, mais nous n'avons pas encore vu de cibles économiques touchées. Et je pense que c'est la ligne rouge ultime. Je pense donc que la Russie et la Chine vont essayer d'empêcher l'Iran de franchir cette ligne rouge. Elles ont fait de leur mieux pour s'assurer que l'Iran puisse résister à cette tempête. L'Iran gagne en ne mourant pas. Car si les États-Unis et Israël échouent dans leur tentative de changement de régime, je crois que ce sera la fin de l'administration Trump. Et je crois que ce sera aussi la fin de l'administration de Benjamin Netanyahou en tant qu'homme politique israélien encore viable. Ainsi, on inverse complètement le scénario et on réalise un changement de régime au point d'origine de ce conflit. Mais encore une fois, la Russie et la Chine ne cherchent pas un changement de régime. Elles recherchent la stabilité. Elles veulent que cette guerre prenne fin et travaillent à y parvenir. Je pense donc que c'est le rôle que la Russie et la Chine vont jouer. Non, je pense que tu as probablement raison. C'est cette vision que nous avons souvent en Occident. Considérer les conflits internationaux comme une lutte entre les gentils et les méchants, où la paix viendra une fois que les méchants auront été vaincus. Je ne pense pas que les Chinois ou les Russes voient les choses de cette façon. Je crois qu'ils se préoccupent davantage de la gestion des intérêts concurrents. Parce que, tu sais, si un rival est vaincu, cela ne signifie pas que c'est la fin du système international ou de la compétition en matière de sécurité. En effet, je pense que la guerre engendre de l'imprévisibilité, souvent du radicalisme. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je ne crois pas que quiconque veuille voir l'Amérique vaincue. Ce serait un choc pour le système. Mais oui,
la rabaisser d'un cran ou deux, probablement. Et, oui, probablement. Mais la guerre avec l'Iran, c'est quelque chose qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, ce à quoi nous pourrions être confrontés. Donc je ne pense pas qu'ils veuillent voir cela du tout. Désolé, juste une dernière question. Vous avez mentionné les cibles économiques. Le détroit d'Ormuz, cependant, s'il est fermé, c'est bien la cible économique ultime, non? Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne nuit pour l'économie mondiale, mais ce serait certainement que ça serait dur. Eh bien, le détroit d'Ormuz peut être fermé sans nuire de façon permanente à la sécurité énergétique mondiale. C'est comme un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. Le plus gros problème, c'est ce qui se passe si l'Iran commence à viser les infrastructures de production pétrolière saoudienne, la production pétrolière azerbaïdjanaise, koweïtienne, des Émirats arabes unis. Là, il s'agit de dégâts irréversibles, de dommages permanents. C'est le genre de situation qui ferait s'effondrer l'économie pendant longtemps. Si vous fermez le détroit d'Ormuz, vous mettez le système sous tension, mais vous pouvez le détendre en le rouvrant. Et donc je pense encore une fois que ce que la Russie et la Chine vont encourager, c'est de maintenir le détroit ouvert. Mais si l'Iran décide de jouer la carte économique, alors il faudrait se limiter à une fermeture temporaire du détroit d'Ormuz, sans étendre cela à des frappes sur des cibles énergétiques. Ce qui m'inquiète, c'est que les États-Unis et Israël, voyant leur campagne aérienne stratégique s'essouffler, pourraient choisir de frapper des cibles énergétiques, auquel cas toutes les prévisions tomberaient à l'eau et l'Iran réagirait très durement. Je pense donc que l'un des plus grands défis auxquels la Russie et la Chine sont confrontés est de savoir comment empêcher cette guerre de se transformer en guerre économique. Eh bien, comme je l'ai dit, nous en sommes encore au tout début, enfin, au premier jour de cette guerre, qui pourrait, vous savez, s'éteindre d'elle-même, ou bien nous plonger dans la Troisième Guerre mondiale. Comment ça s'appelle déjà? Opération Fureur épique. C'est ridicule. On dirait que ce sont des enfants qui la dirigent. Je crois que Lion's Roar est la version israélienne ou quelque chose comme ça. Judean Roar ou un truc du genre. Qui sait, ouais. Eh bien, merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes très occupé et qu'il est très tard ou très tôt là-bas aux États-Unis. Alors merci beaucoup. Eh bien, merci et merci pour votre travail. Je veux dire, des émissions comme celle-ci sont très importantes en ce moment pour les gens, parce que nous vivons une période de chaos, un chaos intellectuel, et je pense que vous offrez une approche très équilibrée pour évaluer les problèmes. Alors merci pour le travail que vous faites. Encore merci. Je l'apprécie vraiment. D'accord. Passe une bonne journée.